Bienvenue. On va pouvoir commencer cette rencontre. On est déjà une soixantaine en ligne à nous écouter. Je me présente, je suis Laurence Corrignan, déléguée adjointe en charge de la communication interne au sein du ministère. Et on vous reçoit aujourd'hui au titre du réseau culturel. Le réseau culturel est un réseau des femmes du ministère qui a été créé il y a juste 5 ans. En novembre 2017, nous avions créé ce réseau. Un réseau de femmes, d'entraide, de discussion, d'échange, un réseau aussi pour défendre les droits du ministère, quels que soient, les statuts, les fonctions. Et donc nous organisons, régulièrement, des séances de partage et nous invitons un certain nombre de personnalités, qui, sont, impliquées, dans le féminisme et la lutte contre les inégalités, hommes-femmes. Et donc on de vous accueillir, aujourd'hui pour cette, nouvelle, rencontre. Je vais, vous présenter dans quelques instants, mais je donne juste quelques éléments pratiques pour, celles et ceux qui nous suivent. Donc on va, échanger ensemble pendant à peu près 3 quarts d'heure et ensuite on donnera la parole, à celles et ceux qui nous écoutent. Quand je dis la parole, c'est un bien grand mot parce qu'en fait, on va utiliser le module de dialogue et donc on vous invite, au cours de cet échange à poser les questions ou les remarques que vous auriez et dans le dernier temps de cette rencontre, on pourra, répondre aux questions ou échanger, avec celles et ceux qui nous auront posé des questions. Donc, Anne-Cécile Maillefer, pour vous présenter très rapidement, vous êtes, donc présidente de la Fondation des femmes. Vous tenez aussi une chronique chaque vendredi matin sur, France Inter qui s'appelle dans le cadre d'une chronique qui s'appelle «En toute subjectivité». Vous avez je dirais un long parcours de féministe, hein, puisque vous vous revendiquez comme telle. Et vous avez notamment occupé des fonctions au sein du mouvement qui s'appelle «Oser le féminisme». Vous avez été sa porte-parole, puis sa présidente et aujourd'hui, vous êtes donc présidente de la Fondation des femmes. Pour commencer peut-être, cette rencontre, je voudrais revenir sur la chronique que vous avez fait vendredi dernier, donc à la veille de la journée du 25 novembre, journée, de lutte contre les violences faites, aux femmes. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le choix de cette date? Pourquoi le 25 novembre? Ah, oui, alors, le 25 novembre, du coup, c'est vrai qu'on n'est pas, nombreuses et nombreux à le savoir parce que ça fait partie des choses, voilà, il y a beaucoup de sujets, on parle pas de tout et puis aussi, je pense que ça fait partie aussi des sujets sur le féminisme qui sont encore, très peu abordés en termes comment dire? De patrimoine, en fait. On a vite tendance à effacer les féministes qui ont contribué avant nous à faire en sorte que cette cause existe et se déploie. On a du mal encore à avoir une histoire des femmes, une histoire des féministes complète, à avoir nos propres héroïnes, nos figures d'héroïsme. Du coup, le 25 novembre, c'est un jour qui a été décidé par l'ONU en 1999 pour être la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et ce jour, il a été choisi parce que le 25 novembre 1960, c'est le jour où 3 des 4 sœurs Mirabal, donc des femmes qui venaient de République dominicaine, ont été tués par les troupes du dictateur Trujillo, qui était donc le dictateur de la République dominicaine pendant un certain nombre d'années. Et, euh, et donc, ces femmes, elles étaient très emblématiques au croisement de beaucoup de choses, au croisement à la fois d'une lutte féministe, puisque l'une d'entre elles, qui s'appelait Minerva et qui était une femme a priori qui était extrêmement cultivée, extrêmement intelligente, une poétesse, une écrivaine, par ailleurs extrêmement belle, avait un peu tapé dans l'œil du dictateur lors d'un bal quelques années plus tôt. Il s'était épris d'elle, il lui a fait plusieurs avances, elle l'a systématiquement refusé. Et donc, il y a eu des répercussions, évidemment, parce qu'on ne refuse pas un dictateur inopinément. Et donc, elle a subi de nombreuses pressions. Elle a été enfermée, ses sœurs aussi, son père aussi. Son père en est mort. Et suite à ça, elle a décidé de monter du coup un collectif contre le dictateur et pour promouvoir la démocratie dans son pays. Et elle est devenue une vraie opposante politique. Et donc, c'est dans le cadre aussi de ces activités qu'une fois mariée avec un autre homme, cet homme-là a été également emprisonné.
Et puis à la fin, elles ont été carrément assassinées. Donc 3 des 4 sœurs ont été assassinées. Et depuis, ce sont des figures très emblématiques en Amérique latine du sujet des violences faites aux femmes, parce que c'est un croisement à nouveau entre, voilà, là c'est vraiment le symbole d'un homme dans une position de toute puissance absolue qui ne peut supporter qu'une femme soit le refuse et qui ne peut supporter aussi qu'une femme puisse librement décider de contester son pouvoir, de contester son autorité, jusque aussi son pouvoir politique. Et que voilà. Et donc dans ces contextes aussi, évidemment, et c'est ce que j'ai dit dans ma chronique, ce dont il faut aussi avoir conscience, et je suis sûre que vous en avez confiance, mais en tout cas, ça m'a semblé important de le rappeler, les violences faites aux femmes, les- lorsqu'il y a un contexte, les violences faites aux femmes, déjà, c'est compliqué en temps de paix. Parce qu'en temps de paix, en réalité, dans les foyers, pour les femmes, c'est pas forcément toujours la paix, dans le sens où on peut avoir un mari ou un conjoint, un ex-conjoint ou un père qui nous font la guerre, en quelque sorte, une guerre, une sorte de guerre civile et nous menacent. Mais c'est encore plus compliqué, vous l'imaginez bien, lorsque c'est de refuser quelqu'un dans un contexte autoritaire, de dictature ou dans un contexte de guerre. Et ça m'a permis à ce moment-là, du coup, dans cette chronique aussi, de parler évidemment de cette guerre à nouveau. Il y a plusieurs guerres en ce moment dont les femmes sont les premières victimes et qui font qu'elles subissent encore plus de violence que d'habitude. Et c'est évidemment le cas dans le conflit israélo-palestinien. Mm. Et ça m'a permis, du coup, dans cette chronique aussi, de partager, enfin voilà, d'expliquer à quel point on condamnait évidemment les atrocités commises par le Hamas contre les femmes, les enfants d'ailleurs aussi, les personnes âgées israéliennes lors des massacres commis dans les différents endroits d'Israël. Oui, merci d'avoir appelé ça et merci donc d'avoir mis en lumière cette histoire et cette date, symbolique, une date voilà, qui est devenue, récurrente. Peut-être pour revenir, un peu à l'origine de de tout ça, qu'est-ce qui, selon vous, explique que, les femmes, sont victimes de ces violences? Comment on explique que les hommes, aient, d'une certaine manière, peut-être cette culture de la violence et des agressions des femmes? Comment vous analysez ce phénomène, je dirais, dont on prend, violemment conscience aujourd'hui? Bah, merci beaucoup pour cette question. Je vous avoue qu'on ne peut avoir que des hypothèses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, pardon, j'ai mes équipes qui rentrent dans le bureau. On ne peut avoir que des hypothèses de réponse. Ce qui est sûr, c'est que il y a quelque chose de totalement illogique. Et d'ailleurs, Françoise Héritier, qui est une grande anthropologue que vous connaissez sûrement toutes et Mmh. tous, le disait encore mieux que moi. Elle disait qu'il y avait là une aberration anthropologique, à savoir que des hommes, qu'il n'y avait que l'espèce humaine pour martyriser et tuer les femelles, parce que ce sont les femelles humaines dont on a le plus besoin pour perpétuer l'espèce. Et donc, il y avait là quelque chose de totalement illogique au regard de la nature. Et ça c'est très important quand même à se dire. Alors, elle avait une meilleure formule que celle que je viens de vous faire. Je ne sais plus c'est quoi la citation exacte, mais en tout cas, c'est ça. C'est que si on regarde un point de vue darwinien, naturel, ça ne devrait pas se passer. C'est-à-dire qu'on a besoin des femmes. Les femmes, elles portent pendant 9 mois. Elles s'occupent. Et donc, du coup, c'est complètement illogique qu'on en vienne à les martyriser et à les tuer. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, du coup, c'est pour ça que elle et moi aussi, je me situe dans cette perspective-là. Nous pensons que ça n'est pas naturel, mais que c'est bien quelque chose de culturel. Et si on regarde culturellement, on voit effectivement que ça n'a pas toujours été, les hommes n'ont pas toujours dominé de cette manière-là les femmes, et qu'il y a donc probablement une origine aussi à cette domination masculine, et que cette domination masculine, elle tient sûrement son origine, et ça c'est l'hypothèse de Françoise Héritier aussi, au moment où les hommes, en quelque sorte, ou les humains vont découvrir que les femmes peuvent accoucher du même et du différent, elles peuvent accoucher de femmes et d'hommes, et donc il va falloir s'approprier ce richesse, cette trésor qui sort d'elle. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il va y avoir les violences sexuelles, qu'il va y avoir cette tendance à vouloir s'approprier. Et donc, pour se l'approprier, il va falloir les dominer, les maintenir enfermés. Et donc, va s'inventer la hiérarchie des sexes, va s'inventer le fait que le masculin domine le féminin.
on va accoler des qualités, des compétences différentes aux hommes et aux femmes. Donc, les qualités et compétences des hommes, ça va être la force, l'ouverture, l'aventure, le feu, la guerre, etc. Et les femmes, ça va être la douceur, le soin, le foyer, l'intérieur, et tout ce qu'on peut avoir comme stéréotypes. Et ces stéréotypes-là ne sont pas neutres. À nouveau, ils sont hiérarchiquement situés. Donc, ça fait qu'en fait, il y a une domination des hommes sur les femmes qui ont donc, et puis ensuite, avec le développement des civilisations, il va y avoir des tas de lois, des tas de religions qui vont entériner cette domination des hommes sur les femmes. Et au fur et à mesure, pour pouvoir bien maintenir cette domination, il y a deux principes. Il y a la culture qui va permettre de faire en sorte que les femmes vont être persuadées elles-mêmes que c'est normal qu'elles soient dominées parce que c'est comme ça. Donc ça, c'est le consentement à son propre domination. Et puis, il va y avoir aussi, du point de vue des hommes, ensuite des manières plus virulentes de maintenir cet état de fait. Et les violences faites aux femmes font partie des outils qui sont utilisés aussi pour maintenir cet état de fait. Et je pense que vous toutes, vous l'avez déjà ressenti. Quand vous êtes dehors la nuit à une heure où les femmes ne sont pas censées être dehors, bah vous avez un peu peur. Et vous avez peur de quoi? Vous avez peur qu'on vous ramène quelque part à votre condition de femme qui n'a rien à faire là. Et un homme ne va pas sentir la même chose aux mêmes endroits que nous parce que il a toute légitimité à être où il veut quand il veut, mais pas nous. Et donc, voilà. Vous dites même donc effectivement, j'entends la dimension culturelle. Vous dites même que le sexisme, est une idéologie. Une Oui, idéologie, comme le racisme, l'antisémitisme, qui peut amener au meurtre. oui. C'est effectivement donc cette misogynie hein, qui est cette haine des femmes et cette hiérarchie d'un groupe social sur un autre. Alors à nouveau, moi je parle de grands ensembles. Il est évident que qu'en fait il peut y avoir des tas d'exceptions. Il peut y avoir des femmes qui sont dans des positions de domination. Il peut y avoir des hommes qui se comportent très très bien. C'est pas le sujet. Le sujet c'est quand on regarde les grands ensembles et on voit bien que dans les grands ensembles les femmes sont victimes de manière, si on regarde les chiffres, de manière complètement démesurée par rapport aux hommes des mêmes atteintes. C'est-à-dire que, en fait, ce ne sont pas les femmes qui tuent des hommes, ce sont bien les hommes qui tuent des femmes. Tous les chiffres le démontrent. Le nombre de femmes, les viols, c'est pareil. Les violences conjugales, c'est la même chose. Il y a quelques femmes qui, parfois, mais ça, c'est complètement anecdotique par rapport à la masse des violences et par qui elles sont perpétrées. Et du coup, j'ai oublié votre question, Laurence. La Vous question, demandez que c'était... je vous disais que l'idéologie pouvait, pousser au meurtre, Voilà, au crime. absolument. Et Bah oui, d'ailleurs, c'est que quand on est, quand on est imbibé de cette idée que effectivement les femmes sont notre propriété, et ça a toujours été le cas, et on a vu nos pères faire pareil et nos grands-pères faire pareil. Le jour où Madame souhaite quitter Monsieur parce qu'elle ne supporte pas que Monsieur la contrôle, eh bien, ça peut mettre Monsieur dans une rage folle, et il peut se dire en fait, eh bien, je préfère la voir morte que libre. Et c'est ça le féminicide. Le féminicide est un crime de possession, et le féminicide est un crime idéologique dans un sens, puisqu'il vient de cette idée culturelle que les femmes sont les propriétés des hommes. d'ailleurs, j'ai consulté, une vidéo qui est toujours en ligne sur internet d'une conférence que vous aviez donnée à l'école polytechnique il y a quelques années, et si vous OK. permettez, on va faire le petit exercice parce que j'ai trouvé que votre argumentation était assez, convaincante. Donc je vais, effectivement, remettre, en images, des publicités qui ont l'air comme ça, drôles, anodines, mais vous dites que, ces publicités peuvent, effectivement, aller très, très loin et pousser, au crime. Je vais essayer de partager mon écran si j'y arrive. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Alexandra, tu peux me confirmer? Oui, Ouais. oui, oui. Peut-être très très rapidement montrer en quoi cette publicité qui, peut-être est un peu sur le ton de l'humour, peut amener des réflexions et certains hommes à aller très loin. Alors, je me souviens plus trop de ma conférence, mais je me souviens effectivement du coup, alors qu'est-ce que je racontais comme connerie? Non, donc du coup, en fait, j'utilisais cette, publicité et je crois que je commençais par là parce qu'elle est, innocente. C'est drôle en fait, c'est vrai qu'il y a cette, cette idée, ce stéréotype sur les femmes, que les femmes, elles changent, constamment d'avis, qu'elles sont inconstantes, quoi, hein. Et du coup, c'était une publicité qui était, basée sur sur cette, sur ce stéréotype-là. Ça paraît anodin, mais il n'empêche que résultat, on comprend tous et toutes cette publicité. C'est-à-dire, on sait
c'est drôle, enfin, c'est pas drôle, mais ça fait référence à une idée qui est communément partagée dans la population, que les femmes, elles changent facilement d'avis. Et donc, c'est aussi, donc du coup, ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est quand même normal qu'elles dirigent pas le pays, parce que si à chaque fois qu'elles ont leurs règles, elles sont insupportables, si elles changent tout le temps d'avis, si elles sont inconstantes, si elles sont... Et du coup, ça montre qu'il y a des idées fausses qui sont partagées sur les femmes dans la société, des idées surtout péjoratives et négatives sur les femmes. Donc, on voit bien là qu'on est dans une société où on va apprendre des choses aux petites filles, aux petits garçons, des petits, et qu'on partage à nouveau des idées sur les femmes et les hommes dans la société, qui sont des idées qui sont en réalité négatives. Alors là, pour le moment, on a l'impression que c'est rien du tout, mais vous allez voir avec effectivement la publicité d'après, ça peut aller. Voilà. Alors, une autre pub très, très drôle. Alors, tout ça, ça, c'est des publicités qui, bien heureusement, et d'ailleurs, je pense qu'on va en parler, n'existent plus aujourd'hui en France, aussi parce qu'il y a eu un excellent travail qui a été fait par un certain nombre de personnes. Donc, ça n'existe plus sur la plupart des médias qui sont les médias classiques, on va dire. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, c'est un peu l'horreur. Mais en tout cas, on voit plus aujourd'hui ce genre de publicité. Mais à l'époque où j'avais fait cette chronique, c'était encore très fréquent. Donc, Babette, je la lis, je la fouette, et parfois elle passe à la casserole. Donc, c'est très drôle, hein. Donc, c'est en référence à cette crème une crème, on peut la lier, on peut la fouetter. Et sauf que Babette, c'est aussi cette dame. Et donc, c'est vrai que ça nous semble, voilà, qu'on puisse rigoler en fait du fait qu'on maltraite des femmes et que ça devienne, ce soit un objet de rigolade. En fait, ça montre, alors à nouveau, c'était il y a quelques années, mais rappelons-nous qu'on était baigné vraiment là-dedans, qu'aujourd'hui c'est peut-être un petit peu moins, mais il n'empêche que ça reste encore très fort dans cette culture aussi qui minimise les violences et qui nous fait même en rire, qui nous fait même en rire. Tout à fait. C'est vrai que quand on montre cette publicité à la toute jeune génération, elle est assez, atterrée de voir qu'on a accepté ça et que nous-mêmes, en tant que femmes, on a même pu rire, hein, de ça, qu'on avait complètement intériorisé, ça. Pour la publicité de Numéricable, vous dites même que si une femme change d'avis comme ça, et ben, quand elle dit non parce qu'elle a pas Ah envie oui, d'une c'est ça. relation sexuelle, et ben, comme la femme, elle change d'avis, elle dit non maintenant, mais peut-être que dans 2 minutes, Voilà. ça sera c'est un non qui voudra dire oui, effectivement, et donc la notion de consentement, assez fluctuante, peut être mis Ouais. en question, donc Oui, pardon, c'était ça ce que je racontais, je me souvenais plus. Mais oui, du coup, oui, oui, c'est mais ça. C'est qu'en fait, effectivement, l'idée, c'est quelque part, cette idée dans la population qu'il faut que l'homme, il soit là pour décider pour elle, parce que c'est un peu c'est une grande enfant. C'est pas une tout à fait adulte, autonome et en capacité de penser, de réfléchir par et pour elle-même. Donc, il faut décider pour elle si elle avorte ou pas. Il faut décider pour elle si elle a des relations sexuelles ou pas. Il faut décider pour elle de sa vie, en fait. Mm. maintenant qu'on a posé un peu le contexte, on va peut-être pouvoir, regarder un petit peu plus près des violences et de quelles violences on parle. Les statistiques montrent que la majorité des violences sont perpétuées par des proches, hein. Il semblerait que 91 des violeurs connaissent leurs victimes. D'après même le ministre de l'Intérieur, avec des données de 2021, il semblerait que la police intervienne 45 fois par heure en France, avec même l'intervention du GIGN pour des prises d'otages de femmes ou d'enfants par les pères, les maris, les conjoints, et cetera. Hem Est-ce que si je pousse le bouchon un peu loin, il faut se méfier des hommes et de tous les hommes, puisque ça peut être, notre conjoint, vous savez qu'il y a, Rose Lamy qui a écrit un livre, en bon père de famille, en disant que les hommes qui sont, voilà, qui commettent, ces violences et ces meurtres, ça peut être effectivement notre voisin, ça peut être un très bon père de famille qui, à un moment donné, bascule. Comment Alors, on je dirais analyse pas, ça aussi? je dirais pas qu'il faut se méfier de tous les hommes dans le sens où je prendrais le problème de l'autre côté. Alors, il y a d'ailleurs, je vous invite à regarder aussi, si vous aimez les conférences TED, il y a les conférences TED d'un homme qui s'appelle Evan Stark qui a beaucoup théorisé sur le contrôle coercitif. Et lui, il a fait une conférence TED assez impactante où il disait qu'en fait, il comprenait pas pourquoi les femmes avaient autant confiance parce qu'en fait, tout devrait
Nous tout alerter. devrait nous alerter sur le fait qu'il faut faire très attention. Et qu'il trouvait que quand même les femmes étaient quand même très très gentilles et ils faisaient bien confiance, alors que, bon, en réalité, il faudrait quand même qu'elles fassent attention. Mais moi, en tout cas, ce que je dis, moi, je dis pas faut se méfier de tous les hommes, moi, je dis il faut croire les femmes. Et c'est pas exactement la même chose. En fin de Mmh. compte, ça revient un petit peu au même, mais c'est pas exactement la même chose. Ce que je veux dire quand tu dis il faut croire les femmes, c'est que euh, il faut, en fait, un, un homme, ça a beau être notre frère, notre père, notre meilleur ami, vous savez pas ce qui se passe dans l'intimité de couple. Vous savez pas il peut être fabuleux avec vous en tant qu'ami, il peut être fabuleux en tant que père, il peut être fabuleux en tant que plein de choses, et en même temps avoir un comportement qui est inacceptable vis-à-vis de sa conjointe. Et donc, du coup, l'idée, c'est pas de se méfier de lui. Par contre, l'idée, c'est de se dire, si vous avez une personne qui vient vous voir en vous disant qu'il y a eu un problème, il faut pas partir du principe que parce que c'est un bon ami ou un bon collègue, du coup, il serait incapable de ça. Moi, Mmh. malheureusement, mes quelques années de militantisme féministe me font maintenant croire, me laissent à penser aujourd'hui que les, les agresseurs les plus pervers sont ceux qui réussissent à nous donner le plus confiance, quoi. Donc voilà, euh, soyons attentives à ce que nous disent les personnes qui se disent victimes et essayons de ne pas être trop en empathie avec des hommes qu'on aime beaucoup, qu'on admire beaucoup, et essayons de garder la tête froide et les pieds sur terre et de se rappeler que quand même, la plupart du temps, les femmes n'ont aucun intérêt à mentir. Et que par contre, les violeurs ont intérêt à mentir. Mmh. Si on s'en tient également encore aux chiffres, en l'espace de 5 ans, le nombre de signalements pour violences conjugales, a doublé, hein. On est passé de 120 000 en 2017, à 244 000 en 2022. Dans une de vos chroniques, vous disiez, de manière assez provocatrice, qu'il fallait s'en réjouir de ce nombre en hausse de signalements. Peut-être qu'il faut que vous expliquiez? Bah oui, en fait, hem, rien aujourd'hui ne me laisse à penser qu'il y ait beaucoup plus de violence. Parce que les enquêtes de victimation, donc les enquêtes de victimation, c'est quand on appelle au hasard les gens dans la société et que on leur demande si vous avez vécu des violences ou pas. Ça, ces chiffres-là ne bougent pas trop. Par contre, ce qui bouge, effectivement, c'est les signalements à la police et la justice. Donc moi, mon analyse de ces chiffres qui montrent que les signalements ont doublé en quelques années, donc ça, c'est absolument incroyable. C'est vraiment une révolution sociétale. Moi, ce que ça me fait, penser, c'est que, il y a pas forcément beaucoup plus de victimes. Il y a par contre beaucoup plus de femmes qui se laissent plus faire. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui réussissent à se dire que c'est pas normal ce qu'elles vivent, que c'est pas de leur faute et qu'on peut les aider. Et ça me paraît être extrêmement positif, parce que toutes ces femmes qui se signalent à la police et la justice, c'est des femmes qui ont conscience que ce qu'elles vivent, c'est pas normal, ont conscience que c'est pas leur faute et ont conscience qu'on peut elles pensent qu'on peut peut-être les aider. Alors c'est là où malheureusement on n'est pas toujours à la hauteur, mais en tout cas, je trouve que c'est pour ça que c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, c'est vrai que ça peut choquer beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de ce sujet, parce qu'on a l'impression que les violences, bon, ça existe, mais quand même pas autant que ça, quoi. Bah, Mmh. malheureusement, moi, je peux vous dire qu'elles sont très, 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 très nombreuses. Et moi, ça ne et sachant que ces 244 000 femmes victimes ne représentent qu'un quart des victimes réelles, qui donc les 3 quarts ne se signalent toujours pas. Donc moi, ça me paraît, tout à fait, un chiffre tout à fait, malheureusement, enfin pas du tout, surprenant. Mmh. On peut aussi revenir peut-être pour le sur les raisons pour lesquelles les femmes, ne portent pas plainte. On a aussi beaucoup, accusé, la gendarmerie, la police de ne pas être, assez à l'écoute, de ne pas être assez formées. Est-ce que vous voyez les choses bouger de ce côté-là? Oui, oui, oui. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors déjà, la première chose qui a changé, c'est qu'il y a une prise de conscience de la population qui est, assez exceptionnelle en très peu de temps. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui savent, à qui, quoi, quand, qui savent qu'est-ce que sont les violences, qui savent un petit peu décrypter les violences, qui savent, qu'il faut appeler le 3919 et cetera. Donc les informations circulent au sein de la société et ça, c'est très bien, et beaucoup plus de personnes aujourd'hui, je crois, soutiennent quand même, des victimes beaucoup plus qu'avant. C'est moins tabou et par exemple, Sandrine Josso, vous savez, la députée, elle a été immédiatement aidée par plein de gens. Donc ça, je pense que ça, participe aussi de ce contexte de prise de conscience collective.
Donc ça, c'est bien. Par contre, oui, même si la police a été un petit peu formée ces derniers temps, on n'y est pas encore du tout. En fait, déjà, ne serait-ce que pragmatiquement, il y a 2 fois plus de plaintes. Donc il faudrait 2 fois plus d'enquêteurs, il faudrait 2 Mmh. fois plus de plaintiers, il faudrait 2 fois plus, de tout, et il y a pas 2 fois plus de tout. Du coup, toutes ces personnes-là doivent bosser sur 2 fois plus de dossiers, sans être 2 fois plus nombreux. Du coup, forcément qu'ils font pas enfin, il y a déjà ce problème de moyens qui fait que c'est pas possible qu'ils fassent les choses bien pour tout le monde. C'est impossible, un état des choses. Ensuite, les formations, certes, elles existent, mais franchement, elles sont pas forcément toujours très sérieuses. Par exemple, ça peut être un truc en ligne où il faut cliquer, hein. Et moi, j'ai Mmh. entendu dire que parfois, on faisait faire ça par les stagiaires, qu'il faut cliquer, 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 et comme ça, on dit qu'on l'a fait. Donc, Pour voir voilà, les bon, chiffres. vous connaissez, vous êtes dans une institution, vous savez très bien que les formations en ligne, l'impact est quand même moins bon que Mmh. d'autres types de formations. Voilà. Moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est des brigades. Dans d'autres pays, c'est depuis longtemps que ça existe. Des brigades spécialisées qui sont volontaires, qui sont formées, des personnes dont c'est un peu le combat de leur vie, si vous voulez. Ceux-là, ils vont faire du bon boulot, ils vont être bien formés, ils vont être intéressés par ces sujets, ils vont être vraiment du côté des victimes. Sinon, voilà, vous avez aussi des policiers victimes de violences conjugales, vous avez de tout, hein, la police, c'est comme la société. Du coup, vous n'êtes pas sûr que de toujours bien tomber, malheureusement. Côté de la justice, on dit aussi qu'il y a que 1 des cas de viol qui finissent par une condamnation. Ce Mm. chiffre m'a atterrée quand je l'ai constaté. Je ne sais pas d'ailleurs si vous le confirmez, mais est-ce que du côté de la justice, vous voyez aussi des choses évoluer? Ouais, alors sur les chiffres, il y a 95 000 viols ou tentatives de viol par an. Il y a, alors, ça a énormément augmenté du coup. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 20 000 plaintes, donc c'est assez génial. Mais il y a toujours aussi peu de condamnations. Alors c'est ça qui est fou. On est sur de l'ordre de, je crois, les dernières années, 1100, 1200 condamnations. Vous voyez le gap Ouais, énorme. le gap. Donc la plupart du temps, les plaintes, 75% des plaintes sont classées sans suite. C'est une manière de gérer les stocks. D'accord? Le classement sans suite est une manière de gérer les stocks qui est d'ailleurs assez assumée par le ministère de la Justice qui a fait des circulaires, hein, en ce sens en disant bah, si vous en avez trop, et c'est des circulaires publics, hein, donc on peut les lire, où ça explique que voilà, devant l'afflux, il faut. Voilà. Donc vous avez, si vous êtes victime de viol aujourd'hui, vous allez avoir des juges qui vont être encore plus sévères qu'avant sur est-ce que votre dossier va ou pas devant la cour d'assises parce que il a plein d'autres plaintes, donc du coup il va garder que celles qui vraiment sont ultra, ultra, avec tous les milliers de preuves et de témoins et de tout ça. Donc, dès qu'il y a une plainte qui est un peu fragile, malheureusement, ils vont classer sans suite parce qu'ils n'ont pas vraiment bah, ils peuvent pas se permettre, il y en a tellement qu'ils peuvent pas se permettre de faire passer devant les cours des plaintes qui sont peut-être pas forcément blindées, quoi. Oui, alors moi, sur la justice, je suis assez sévère parce que je trouve que quelque part, enfin, pour les justices. Après plusieurs années de militantisme, j'ai l'impression que dans une certaine mesure, on est en train un peu de régler la question de MeToo par le classement sans suite. On est un peu en train de Mmh. régler la question de MeToo par le mur de la justice. C'est-à-dire, on dit aux femmes, on donne l'impression que on est de leur côté en disant, allez-y, portez plainte. Mais en réalité, Mmh. on fait rien. On ne fait rien pour que réellement ça passe le mur du son, quoi, le mur de la justice, et qu'il y ait derrière vraiment des condamnations. Et en même temps, réfléchissons 2 secondes. 95 000 femmes victimes de viol ou de tentatives de viol par an. Si on les chopait tous, les violeurs, on en ferait quoi? Mmh. On n'est pas équipés. On n'est Mmh. clairement pas équipés. Donc ça, je veux dire, cette question-là, par exemple, je pense que le garde des Sceaux ne se la pose même pas. C'est-à-dire de se projeter dans une société où il y aurait moins d'impunité, je pense qu'il se fait même pas le truc. C'est même pas organisé, quoi. Ils y pensent pas, ils y réfléchissent pas. Et pourtant, c'est ces questions-là qu'il va falloir bien qu'un jour ou l'autre, on mette sur la table. C'est-à-dire comment on fait pour de vrai pour que les femmes elles aient justice. Parce qu'aujourd'hui, notre système n'est pas fait pour ça. Notre système est fait pour donner l'impression que. Notre système est fait pour, en gros, la crème de la crème en gros, du meurtrier ou de l'ultra-violeur, multivioleur. Et en même temps, même ça, parce que vous avez sûrement vu cette excellente série de France Télé, Sambre, Oui, qui montre sombre. à quel point on n'a pas cru toutes ces dames, et elles étaient nombreuses, quoi. Et à quel Mmh. point on a évacué tout ça. Donc, même les monstres monstrueux, on n'y arrive pas toujours. Mais je pense que le système n'est absolument pas fait pour régler le problème de l'impunité aujourd'hui. Et malheureusement, je ne vois pas, enfin voilà, je ne vois pas nos pouvoirs publics travailler la question sérieusement. Ils sont pas en train de le faire, en tout cas, ça c'est sûr. S'il devait y avoir, on va dire une mesure, d'urgence ou une mesure, forte,
à prendre, à court terme, selon vous, quelles seraient-elles? Bah, mettre 3 milliards dans la lutte contre les violences faites aux Mmh. femmes. Alors ça paraît beaucoup 3 milliards, mais c'est 0,5% du budget de l'État, c'est-à-dire c'est moins que le budget de la culture. Je le précise, puisque nous sommes à cet endroit-là. Mais donc on ne demande pas la lune en fait, hein. On demande beaucoup plus que ce qui est fait, ça c'est sûr. Ça demande un pas de géant, puisqu'aujourd'hui c'est 185 millions qui sont mis sur la table. Donc 185 millions, c'est 3 euros par Français ou Français, je crois, 3,80 Mmh. euros. Donc on est vraiment sur, c'est un café sur, même pas un café sur les Champs-Élysées, quoi, par an et par Français ou Française. D'accord? Donc nous, ce qu'on demande, c'est effectivement quasiment 10 fois plus, hein, plus que voilà, 12 fois plus ou 15 fois plus, je ne sais plus. Mais donc 3 milliards. Mais ça paraît un grand pas de géant, mais à nouveau, on est quand même tout à fait raisonnable par rapport au budget de l'État. Et ce qu'on demande, vu le nombre de concitoyennes qui en sont victimes, vu aussi les dégâts que ça fait dans la société, c'est-à-dire les enfants qui naissent de ça, les enfants qui vivent dans le genre de famille, la manière dont ça détruit les femmes, dont elles sont ensuite, pour beaucoup d'entre elles, même si elles arrivent à survivre, elles sont hyper fortes et franchement, c'est incroyable tout ce qu'on arrive à faire malgré tout ce qu'on se prend dans la tronche. Mais et c'est vraiment super. Mais il y en a quand même beaucoup aussi qui ont des conduites addictives, qui sont dépressifs toute leur vie, qui ont d'énormes problématiques voilà, vis-à-vis de la nourriture, de plein de choses. Et en fait, tout ça, c'est aussi des coûts en quelque sorte pour la société. C'est aussi Oui, des talents qui sont parfois gâchés. Donc, c'est tout ça d'une richesse que la société, comme je vous le disais en préambule par rapport à Françoise Héritier, ça n'a aucun sens. Les violences faites aux femmes n'ont aucun sens pour notre société. Ce sont ces massacres de potentiel, de talents, c'est des coûts. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Ça n'a pas de sens. si on regarde un peu dans les milieux professionnels, on voit que le secteur de la culture, n'est pas épargné par les violences, et au sein du milieu du travail. Est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est plus visible, la culture, c'est plutôt médiatisé, c'est souvent des personnalités connues, qu'il y a un intérêt, des médias qui est plus fort? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a dans le secteur culturel un milieu plus propice à ce type de violence? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être, effectivement alors, on en parle plus, comme vous l'avez dit, très justement, on en parle sûrement plus de certaines personnalités du monde de la culture parce qu'ils sont connus. Du coup, c'est sûr que ça émerge plus facilement. Je pense qu'il y a quelque chose qui va favoriser, la «survie» entre guillemets, de prédateurs. C'est, que beaucoup vont se cacher derrière, le génie. En fait, à partir du moment où, vous avez, un génie, une personne qui est irremplaçable, une personne qui apporte tellement à tellement de gens, on va, y penser à 2 fois avant de mettre à mal sa réputation, y penser à 2 fois avant de parce que c'est des hommes qui ont, ensuite qui deviennent quand même, puissants, qui sont admirés, qu'on pense qui apportent beaucoup, au rayonnement du pays et donc il y a des tas, si vous voulez, du coup d'intérêts qui sont plus forts que les intérêts des victimes, qui sont plus forts que les intérêts des femmes. Et c'est sûr que du coup, le monde de la culture est un environnement à nouveau qui favorise l'impunité de certains. Et ça, il faut en avoir conscience que c'est plus difficile dans ce milieu-là que dans d'autres milieux, je pense, de faire appel à la justice. C'est pour ça, par exemple, que quand on regarde, on va avoir l'impression que, si je prends une autre comparaison, tout ce qui est, c'est plus facile de porter plainte contre un homme qui n'a pas beaucoup de pouvoir, pas beaucoup d'argent, pas Mmh. beaucoup de notoriété. Ça, globalement, la plupart du temps quand même, on peut ben, il y a toujours la culture du viol et tout ça, mais par contre, si on s'attaque en quelque sorte à quelqu'un qui, voilà, donc ça, c'est plus difficile et ça va favoriser le milieu politique, c'est la même chose, hein, ça favorise, l'impunité des agresseurs parce que beaucoup de gens ont beaucoup d'intérêt à ce que, les faits ne soient pas dévoilés et qu'on n'aille pas plus loin. Ensuite, le monde de la culture, c'est aussi un monde du coup
qui diffusent des idées. Comme on l'a dit avec, du coup, vous avez fait référence au TED Talk que j'avais fait sur les publicités. Les publicités, c'est un média de communication, mais il y en a des tas d'autres. La littérature est un média beaucoup plus puissant, probablement. Les films, Mmh. tout en fait. Et du coup, on parlait tout à l'heure de cette culture qui se diffuse, elle se diffuse par là. Et c'est sûr que bah, du coup, c'est aussi la culture est un monde particulier entre guillemets parce que la culture, c'est aussi un monde où vous allez choisir. Qu'est-ce qui passe? Enfin, vous allez choisir entre guillemets, mais je ne sais pas, quand je pense au CNC ou des choses comme ça, vous allez quand même choisir quels messages vont être diffusés à grande échelle ou pas. Donc, le monde de la culture a aussi un poids, une responsabilité dans la diffusion Mmh. d'idées qui peuvent être particulièrement néfastes. En matière de prévention, puisque là, on essaye on va dire, de réparer les dégâts ou en tout cas de rendre justice, aux femmes qui sont victimes, mais la prévention, est-ce que vous avez confiance dans la nouvelle génération? Comment vous percevez un peu ce travail qui peut être fait au niveau des jeunes filles et des jeunes garçons? Hem, alors, vous avez raison de poser cette question parce que, comme je pense que tout ça, c'est une culture, hem, du coup, heu, c'est vrai que si c'est une culture, ça veut dire qu'on peut peut-être, ensemble, se dire qu'on peut évoluer vers quelque chose d'autre. Et pour ça, il faut que ça vienne de partout et un peu en même temps. Et c'est sûr que dans l'idéal, il faudrait qu'au minimum, on ne reproduise pas les violences d'une génération sur l'autre. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse donner aux enfants d'autres messages et il faut qu'on leur envoie d'autres messages. Et que, par exemple, en particulier pour les jeunes hommes, puisque c'est quand même de là que vient le petit problème, du coup, par rapport aux jeunes hommes, c'est vrai que c'est très important qu'on puisse aussi leur montrer d'autres modèles de virilité, d'autres modèles de comportement vis-à-vis des femmes. On sait que les garçons qui sont élevés dans des couples dans lesquels il y a de la violence contre la mère, ce sont des garçons qui, s'ils ne travaillent pas sur ce sujet, s'ils ne déconstruisent pas, tout le monde peut se transformer dans la vie. Mais s'ils ne travaillent pas là-dessus, ils vont avoir tendance à beaucoup plus, du coup, de manière beaucoup plus forte que d'autres, à avoir à répéter ce genre de comportement, d'humiliation de leur partenaire, voilà, et donc c'est très important d'envoyer ces messages et malheureusement, je trouve qu'en France, ça reste hyper galère quoi à faire et dès ça c'est galère à l'école alors que, c'est obligatoire, c'est dans la loi. Mmh. Donc la loi, c'est quand même 3 séances par niveau d'âge qu'ils devraient avoir. C'est pas du tout le cas. Il y a eu un rapport qui est sorti du ministère de l'Éducation nationale qui montre qu'il y a moins de 10 15 des élèves qui ont ça. Donc clairement, on n'est pas au niveau et puis le problème, c'est que l'école et vous l'avez sûrement vous, si vous avez des enfants, vous l'avez déjà pu sentir, l'école, c'est pas les seuls endroits où se diffusent, des choses et Mmh. je pense en particulier aux dégâts, aux ravages d'internet en ce moment. La diffusion à grande échelle de messages qui sont absolument horribles. On a fait vraiment, moi je pense que sur les médias plus traditionnels, la télévision, les journaux, la radio franchement, avec, ex-CSA, Arcom, il y a eu plein de choses, et moi, à Oser le Mmh. Féminisme, je me souviens, Oui. j'ai utilisé l'Arcom pour porter plainte et cetera. On a fait des trucs incroyables, on a fait des trucs super. Donc on a quand même fait en sorte que ce soit, voilà. Mais j'ai l'impression que là où on gère d'un côté, puis après tout se reverse de l'autre côté et du coup, l'autre côté, c'est internet et c'est là-dessus que les jeunes passent le plus clair de leur temps. Les réseaux sociaux qui sont pleins d'instagrammeurs, d'influenceurs horribles, donc entre les femmes qui sont dans l'excès de stéréotypes féminins. En plus, là, maintenant, il y a des femmes qui promeuvent le modèle de la femme à la maison. Non, mais on est Ah. bien, on est bien. Non, mais je Mmh. vous jure. Et puis, à côté de ça, on a des hommes, on a des hommes qui vont promouvoir par des coachs en séduction, je sais pas quoi, qui sont clairement dans la promotion de la Mmh. culture du viol. On a maintenant aussi ce qu'on appelle le masculinisme. Donc ça, c'est une idéologie, hein. C'est encore pire que le machisme. C'est une idéologie, c'est politique. Ils disent en fait pourquoi l'Occident est en décadence parce que nous avons trop laissé les femmes prendre le Mmh. pouvoir. Il s'agit maintenant, nous les hommes, de reprendre le pouvoir. Donc on est comme des gens qui ont vraiment réfléchi, théorisé. C'est pas juste des stéréotypes. Ils ont théorisé la suprématie masculine et ils théorisent le fait qu'il faut qu'ils reprennent la main et qu'il faut qu'ils combattent les féministes, d'accord? Donc ils sont pas encore très 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 nombreux, mais ils sont vraiment avec Internet, c'est un truc de fou la manière dont ils sont en train de propager ces idées
c'est extrêmement présent à l'extrême droite, évidemment. Il propage ses idées à une vitesse folle sur des jeunes générations, des jeunes hommes qui se cherchent un peu parce que voilà, ils sont un petit peu maigrichons, ils n'arrivent pas trop à séduire et tout. Et du Mmh. coup, ah mais ouais, mais c'est de la faute des féministes, c'est pour ça que j'arrive pas voilà, c'est pour ça que je suis toujours vierge, mince, ah d'accord. Et du coup, il y a des mouvements, même les incels, donc c'est les célibataires involontaires, c'est des jeunes hommes qui se regroupent en mouvement en disant qu'en fait, ils aimeraient bien avoir des copines, mais ils sont célibataires involontaires à cause des féministes. Et donc, c'est des Mmh. mouvements qui ont quand même commis des attentats et des meurtres. Donc, on est vraiment sur des mouvements extrêmement dangereux, fous, des fous, mais qui sont très présents. Et si vous demandez à des jeunes, à des jeunes ados, je pense qu'ils savent ce que c'est les incels. Je pense qu'ils savent ce que c'est les Mmh. masculinistes. Parce qu'ils en voient passer sur leurs réseaux sociaux et dans ces trucs d'engrenage. Et enfin, pardon, juste, je suis un peu longue, mais la pornographie Mmh. qui est présentée encore parfois comme une production cinématographique de qualité et qui, en réalité, est quand même aujourd'hui, n'a absolument rien à voir avec tout ça. On est sur, comme on l'a bien démontré avec de nombreux rapports, dont un rapport du Sénat, un rapport du Haut Conseil à l'égalité, dont de multiples plaintes qui sont en train d'émerger. On est sur, franchement, ce sont des voyous qui violent des femmes et qui filment tout ça et qui se font de l'argent sur leur dos en Mmh. diffusant tout ça. Et ça, nos enfants, alors le mien, il a 5 ans et demi, donc pour l'instant, il n'a pas encore vu, mais je sais que c'est à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans Mmh. qui commencent à en voir. Et sur les jeunes cerveaux, comment vous voulez faire? Alors, vous aurez beau faire un petit atelier de consentement à l'école, hein, mais Mmh. si en fait ils sont addicts au porno à 12 ans, et du porno, ce genre de porno, vous faites comment en fait? Nous, on fait comment, nous, mères, pères, pour lutter contre ça et on fait comment, dans la société pour ça? Ah, je vois, il y a des questions qui arrivent, Oui, il excusez-moi, y a je des vous avais pas questions, vu. bah, non, 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 mais du coup, enfin, on va poursuivre cet échange avec, peut-être la question de la centaine de personnes là qui nous suivent et la question que je voulais vous poser pour terminer, c'est effectivement qu'est-ce qu'on peut faire, à titre individuel, alors en tant que parent, mais aussi en tant que collègue, en tant que citoyen et citoyenne et du coup, j'en profite pour poser la question d'Alexis qui nous suit et qui nous dit: «Mais moi, en tant qu'homme, qu'est-ce que je peux faire? Je suis donc potentiellement dangereux, dit-il, mais à part culpabiliser, que puis-je faire? Est-ce qu'il faut que je recadre mes collègues ou mon entourage pour ne pas qu'ils agissent mal? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'homme, en tant que femme, pour essayer de lutter à notre niveau, Mmh. contre toute cette culture de la violence? Alors, en tant qu'homme, vous êtes pas potentiellement dangereux, enfin pas plus qu'une femme aussi peut être dangereuse, hein. Non, par contre, c'est sûr que, et je pense que vous l'avez déjà vu, si jamais, si jamais c'est la nuit, par exemple, et qu'il y a une femme qui marche devant vous, elle peut stresser à l'idée d'entendre des pas, masculins derrière, mais c'est pas de votre faute. C'est que, la société est comme ça et du coup, les femmes, effectivement, ne se sentent pas forcément en sécurité, toujours, parce que, malheureusement, il y a trop, d'atteintes, aux femmes et du coup, on peut aussi comprendre qu'elles aient un peu peur parfois. Après ce que vous pouvez faire et c'est une très bonne question, c'est comprenant tout ça, c'est déjà par rapport aux jeunes générations. Nous, on a fait un petit clip qui est très mignon que je vous invite à partager aussi qui s'appelle «Tu seras un homme, mon fils». Donc on reprend ce poème de Kipling et on ex enfin et en gros, l'idée, c'est de di c'est d'inviter les hommes rôle modèle, donc soit parce qu'on est père ou parce qu'on est oncle ou parce qu'on est parrain ou parce qu'on est coach sportif ou parce qu'on est prof ou parce qu'on enfin, à partir du moment où on a voilà, par rapport aux jeunes générations, bah, de montrer l'exemple. Déjà, ça, c'est hyper important de montrer un autre modèle de virilité, de montrer qu'en fait, on peut être un homme sans être violent, de montrer qu'on peut séduire une femme sans la harceler, de montrer qu'on peut accepter un refus, sans, tomber dans l'ego et voilà. En fait, tout ça, c'est des messages hyper importants à envoyer aux jeunes hommes et c'est les hommes qui peuvent le faire. Moi, je pense que les hommes ont un rôle extrêmement important au sein du féminisme parce que ce sont eux qui sont crédibles vis-à-vis des autres hommes et vis-à-vis des jeunes hommes. Moi, j'aurais beau dire aux hommes, soyez sympas, s'il vous plaît, ça ne marchera jamais autant que si c'est vous qui portez ce message. Donc vraiment, pour moi, votre rôle, il est fondamental, il est très important et il faut absolument qu'il y ait plus d'hommes qui s'emparent de ce sujet et puissent avoir ce discours vis-à-vis des autres hommes. Et vis-à-vis des autres hommes, effectivement, ça peut être aussi si vous êtes avec des copains et que vous voyez qu'il y a une attitude qui n'est pas, Mmh. justement, qui fait peur à une femme, qui n'est pas adaptée, etc. C'est aussi pouvoir le dire. Si vous voyez un copain qui vous dit il est très fâché contre sa femme, il est jaloux parce qu'elle rentre jamais à l'heure, etc. C'est aussi dire attends.
En fait, elle est libre, sa boîte ta femme, elle fait ce qu'elle veut. Enfin, voilà. Et c'est très important, ça, ces messages-là portés par des hommes, à la fois dans des cercles privés et publiquement, c'est ça qui va nous permettre d'aller de l'avant parce que la société, c'est des femmes et des hommes. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on arrive à vivre ensemble et en paix. Et du coup, ça veut dire évidemment que les hommes vont devoir améliorer les choses. D'ailleurs, il y a Sophie qui nous dit qu'elle a apprécié une nuit qu'un monsieur passe devant elle, en lui disant que ça pouvait la rassurer de savoir qu'il est devant elle et pas derrière. Donc il y a effectivement peut-être des choses très très concrètes. Je vois que sur le fil de discussion, il y a beaucoup de conseils, de lectures, de films, de pièces, de spectacles. Donc je laisse, à chacun et chacune, le soin d'en prendre connaissance. Peut-être qu'Alexandra, il y a-t-il des questions qu'on peut poser à Anne-Cécile? Merci en tout cas pour toutes ces informations et ce discours extrêmement clair. Je crois que Est-ce j'ai qu'il y a plus des trop de batterie. Alors, on va essayer de rester, dans les temps et tant qu'Anne-Cécile a de la batterie, donc Je me effectivement. branche, je me branche, je me branche. Donc il y a des questions, sur, d'une part effectivement, la montée des extrémismes et le parallèle avec cette montée, qui se produit en général avec un retour en arrière, sur, un certain nombre de droits, et notamment sur, l'avortement. Hein, sur ce qui se passe, aux États-Unis, d'une part, et puis il y a effectivement, la personne qui pose la question qui parle de la montée des masculinistes et du succès invraisemblable d'Andrew Tate, que vous avez évoqué, aussi tout à l'heure. Alors, oui, vous avez, Andrew Tate, donc ça fait partie de ces influenceurs, masculinistes, qui, du coup, entre autres faits de gloire, du coup, gardaient des jeunes femmes, prisonnières dans sa cave pour qu'elles fassent des webcams, porno, et il était coach de séduction et il est ultra masculiniste, voilà. Hem, du coup, sur la montée des extrêmes, oui, c'est une excellente, question. Hem ce qu'on peut voir, c'est que, dans, les idées, qui circulent aujourd'hui à l'extrême droite, mais qui contaminent de plus en plus à droite, mais, c'est, cette idée, comme je vous l'ai dit, de féministes qui font partie des ennemis. Les féministes, elles mettent à mal la nation parce que les féministes mettent à mal, le mal. Et donc, elles enlèvent la capacité aux hommes de protéger la nation française ou les nations occidentales. Et face à ça, on a d'autres sphères culturelles avec la toute-puissance masculine que serait le monde musulman. Et donc, c'est pour ça que le monde musulman serait si fort, parce qu'eux, ils n'ont pas des emmerdeuses, en gros, qui viennent mettre à mal leurs hommes dominants. Du coup, on a affaibli l'Occident. Ça, c'est vraiment le discours d'Éric Zemmour. Et d'ailleurs, vous verrez que l'un de ses premiers essais politiques, ça s'appelle Le premier sexe. C'est donc un essai masculiniste sur le fait que les féministes et les femmes sont la raison pour laquelle tout va mal. Voilà, tout va mal, tout va mal, tout va mal. Voilà. Donc ça, c'est sûr que les extrémismes, enfin l'extrême droite en tout cas, est beaucoup là-dessus. Aux États-Unis également. C'est pour ça que vous voyez à quel point, à l'extrême droite, on est vraiment dans une réaffirmation de la virilité. Alors, en France, il y a un peu des choses qui vont faire un peu office de cache, enfin nous brouiller la vision, c'est qu'on a quand même des femmes d'extrême droite qui sont très puissantes, qui sont très fortes, et Marine Le Pen en fait partie, Marion Maréchal Le Pen aussi, elles sont intelligentes, elles sont fortes, elles sont leaders, c'est elles qui dirigent, et c'est le cas dans d'autres mouvements d'extrême droite européens aussi. Mais en tout cas, il faut pas du tout se laisser avoir par ces quelques épouvantails. En fait, en réalité, derrière, on est vraiment sur une culture ultra viriliste qui est vraiment sur ces credos-là. Et donc, il faut faire très attention à ces mouvements. Il faut faire très attention à leur anti-féminisme. Par exemple, là, moi, je suis assez atterrée de toute la polémique qu'il y aurait sur le fait que des féministes n'auraient pas dénoncé les viols de femmes israéliennes parce qu'israéliennes, etc. En fait, il y a vraiment derrière toute une rhétorique anti-féministe qui seraient des féministes à géométrie variable, qui ne se bougent que quand ça va dans le sens de leur logique multiculturelle et je sais pas quoi, mais dès que c'est contre les hommes, enfin, mais dès que c'est, bref, mais dès que c'est pour protéger des femmes blanches ou pour protéger des femmes juives, on serait pas là. C'est complètement faux, hein, non. Entre autres
exemple très pratique, la Fondation des femmes a communiqué depuis plusieurs semaines déjà sur les viols des femmes israéliennes. Par rapport à la manifestation de samedi, en réalité, on leur avait fait une place dans le cortège. Donc, les choses ne se sont pas du tout passées comme ce qui est raconté. On a laissé une organisation à la conférence de presse de cette manifestation faire tout un discours sur les viols, les féminicides, les viols en masse de femmes israéliennes. Donc, il y a cette espèce de fake news que nous, on ne connaissait pas, mais je pense que c'est parce que derrière l'extrême droite qui pousse à mort sur ces news et entre autres pour que ces idées-là se diffusent. Et donc, nous, on en subit vraiment beaucoup de conséquences. Là, il y a des militantes qui sont harcelées, menacées de viol, menacées de mort à cause de ces idées qui se diffusent comme quoi on ne protégerait pas ou on ne parlerait pas de toutes les femmes. C'est complètement faux, mais bon, il faut qu'on voit comment on réussit à contrer cette propagande. Bref, qu'est-ce que je voulais dire sur sur les extrêmes? Oui, et du coup, les extrêmes vraiment vont attaquer et ont à cœur d'attaquer les droits des femmes. Ça, c'est très clair. C'est ce qu'on voit aux États-Unis avec le recul du droit à l'avortement. Mais pas que. Donc l'IVG fait vraiment partie de leur cible. C'est dans leur programme. Ils ont tous ça en commun. Toute l'extrême droite de tous les pays du monde ont vraiment ça en commun. C'est revenir sur le droit à l'avortement. Ça, c'est une obsession chez eux. Et le problème, c'est qu'ils sont forts, ils sont puissants, ils sont bien organisés. Et ils avancent de manière très forte. Et pour finir peut-être sur les États-Unis, j'étais aux États-Unis il y a quelques semaines. J'ai fait un voyage d'études sur la question des violences faites aux femmes aux États-Unis avec le département d'État, parce que j'ai sélectionné par mes, je sais pas quoi, jeunes leaders. Donc, ils m'ont fait faire tout un tour des États-Unis. J'ai vu 5 États différents. Et ce que j'ai vu, c'est que là-bas, ce qui m'a vraiment beaucoup fait peur, et heureusement, ça n'est pas le cas encore en France, et donc je tiens vraiment à ce qu'on travaille là-dessus. Le sujet des violences faites aux femmes n'est plus un sujet consensuel. En France, ça l'est. En France, vous avez des personnes de droite et de gauche qui, ensemble, trouvent que les violences faites aux femmes, c'est pas bien. Et on a été dans la dénonciation, pas forcément dans les actions derrière de l'État, mais en tout cas dans la dénonciation, à droite comme à gauche, globalement, on a tous dit il faut croire les victimes, globalement. On a tous dit à peu près. On a été quand même dans ce sens-là. On a été dans le sens de les violences conjugales, c'est pas bien, etc. Là-bas, quand MeToo est arrivé, pendant quelques semaines, il y a eu aussi ce truc de se dire oh mon Dieu, mais c'est affreux toutes ces violences. Et puis très très vite, il y avait Trump. Et très très vite, qu'est-ce qu'il a dit Trump? Trump, il a dit ouh là là. Et c'est le président de la République. Faut pas croire tout ce que disent les femmes. Moi, je suis du côté des jeunes hommes qui aujourd'hui ne peuvent plus aborder une femme sans avoir peur. Et donc, il a dit très clairement qu'il y avait deux camps. Et il a dit très clairement que son camp à lui, les républicains, devait être du côté des jeunes hommes qui ont peur aujourd'hui à cause de ces affreuses féministes. Et donc, vous avez eu, à partir de quelques semaines après MeToo, un clivage, une polarisation dans la société sur cette question, sur croire ou ne pas croire, c'est être de droite ou être de gauche. Et moi, je pense que c'est extrêmement dangereux que nos sujets soient polarisés politiquement. Je pense que nous avons tout à gagner à ce que des personnes de droite et de gauche défendent l'avortement, à ce que des personnes de droite et de gauche défendent les violences faites aux femmes, parce que c'est un sujet sociétal qui doit embarquer l'ensemble de la société, même si la gauche a plutôt toujours été de celles et ceux qui ont promu tous ces sujets-là, évidemment, et je ne retire rien à ça, mais je pense que chercher à plutôt avoir la majorité des gens avec nous que d'être dans une opposition, une tension, je pense que on gagne quand on réussit à convaincre largement et surtout à nouveau sur nos sujets qui sont des sujets de culture, de mentalité. Et donc, si ça devient un sujet trop politisé, il faut absolument faire attention à ce que ça peut générer. Et donc, pour moi, ce qui se passe là aux États-Unis, c'est que vous avez d'un côté les républicains qui sont devenus vraiment antiféministes et de l'autre côté les démocrates sont sur plein de sujets différents, mais du coup, pas forcément toujours, mais sur le sujet des femmes, ils les défendent, je trouve, pas forcément aussi fortement que ce que j'aurais pu croire ou penser. Par exemple, ils n'utilisent plus le mot femme, mais le mot personne. Ils utilisent, voilà, il y a plein de choses comme ça qui, moi, ils comptent pas les féminicides. Enfin, il y a plein de choses où je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a des femmes de droite qui ont voté Trump, mais du coup, c'est tellement éclaté que voilà, qui défendent plus vraiment les femmes dans leur ensemble et peu importe leur obédience. Je vous entends pas, Laurence. Effectivement, j'avais Ah ouais. oublié d'ouvrir mon micro, pardon. Je disais l'heure tourne et on va devoir se quitter, mais peut-être avant de clôturer cette rencontre, au regard de un certain nombre de questions
qui aborde les violences économiques que subissent les femmes, les violences psychiques ou psychologiques qui sont encore plus difficiles que les violences, je dirais, les atteintes au corps, etc., qu'on peut peut-être un peu plus facilement constater. Vous pourriez peut-être nous dire quelques mots sur la Fondation des femmes et les combats que vous menez très concrètement sur ces sujets? Donc la Fondation des femmes, on est la fondation de référence en France, la fondation grand public de référence en France pour les droits des femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes. Notre travail principal, c'est de soutenir toutes ces organisations féministes qui, tous les jours, œuvrent auprès des femmes victimes de violences, entre autres, font de la sensibilisation, font plein de choses, parce que c'est un mouvement avec beaucoup de petites organisations qui reposent beaucoup sur du bénévolat et qui ont très peu de moyens. Du coup, nous, on s'est dit notre apport à nous, à cette lutte et à cette cause, ça va être de les soutenir, de les aider à grandir, à aider plus de femmes. Et donc, on lève des fonds auprès du grand public. Donc, je vois que vous êtes 89 sur cette visio. Du coup, si chacun et chacune d'entre vous fait un petit don sur fondationdesfemmes.org, et c'est très facile, si vous avez une carte bleue, vous pouvez le faire tout de suite après dès qu'on a raccroché. C'est plus le Black Friday, mais ça peut être du coup le Purple Monday, hein. Du coup, vous pouvez faire un don. C'est défiscalisé à hauteur de 66%. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble ces dons et on va les redistribuer à toutes ces associations-là. On a reversé, depuis qu'on s'est créé il y a bientôt 8 ans, 8,5 millions d'euros de la générosité des Françaises et des Français qu'on a reversé à plus de 500 initiatives. Donc voilà, aujourd'hui, la Fondation des femmes, beaucoup d'associations comptent sur nous, sur des projets tels que aider au déménagement de femmes victimes, héberger en urgence. Voilà, il y a plein de choses qu'on finance comme ça qui permettent très concrètes de soutenir ces femmes qui en ont besoin. Très bien, merci. Avant de se quitter, je voudrais juste partager les numéros, bien évidemment, les numéros d'urgence ou les contacts qu'on peut joindre en cas de violence. Donc ça, ce sont les vecteurs de communication nationaux. Aussi indiquer qu'au sein du ministère, il existe une cellule de signalement pour signaler toute forme de discrimination, toute forme de harcèlement, toute forme de violence sexiste et sexuelle. Donc vous voyez ici les numéros de téléphone, les courriels, et cetera. Donc cellule du ministère de la Culture ouverte à l'ensemble des agents du ministère de la Culture, quelles que soient ces structures. Donc c'est aussi le moyen de rappeler que le ministère est très engagé sur ces sujets. Vous remercier, Anne-Cécile, pour ce temps passé avec nous. On aurait pu continuer encore longtemps pour faire voilà, profiter de toute votre connaissance et de votre dynamisme et votre force de conviction. Merci. Je rappelle aussi à tous ceux à toutes les femmes, puisque le réseau culturel n'est réservé qu'aux femmes, mais on organise des opérations qui sont ouvertes aux hommes et aux femmes, comme celle de la rencontre d'aujourd'hui. Mais le réseau est réservé aux femmes et donc vous pouvez, si vous souhaitez, aussi nous rejoindre. On a un espace sur Osmose qui permet effectivement de partager. J'ai oublié de préciser aussi qu'on mène des actions concrètes de mentorat, de soutien auprès des femmes qui veulent voilà, passer un entretien de recrutement, passer un concours. On a tout un dispositif de soutien et de mentorat. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre au sein de ce réseau. Anne-Cécile, on va continuer à vous écouter chaque vendredi matin, on va dire à l'aube sur France Inter et à vous suivre. Merci encore pour Merci. cette Merci rencontre à et cette. vous. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie, à très bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci.